Bienvenue sur le plateau TV du Salon de l'immobilier de Marseille pour une conférence dédiée à la société civile immobilière. Devez-vous investir dans l'immobilier via une SCI? Pour en parler, Martine Faye, qui est ingénieure patrimoniale à la CEPAC, la Caisse d'épargne de Provence-Alpes-Côte d'Azur, et maître Xavier Russo, qui est notaire à Marseille. Exactement. Bienvenue à tous les deux. Alors, Martine Faye, d'abord recadrer ce qu'est une SCI, une société civile immobilière, pour qu'on comprenne bien de quoi on parle. Oui, absolument. Il y a un cadre quand même juridique, il y a pas mal de règles à respecter. Alors je vais commencer à parler d'une anecdote et puis après je passerai la parole à maître Russo. Moi j'ai déjà entendu des gens me dire, ben moi je veux faire une SCI. Bah oui, donc ok, l'objet, ça je sais pas, mais ben, mon voisin ou mon cousin m'a dit qu'avec ça, ben, je ne paierai pas d'impôts, donc ce que je veux c'est pas payer d'impôts. Bon, alors là, c'est grossier, mais c'est le piège. C'est surtout pas ce qu'il faut faire. En tout cas, il ne faut pas le dire et il faut avoir effectivement un autre objectif que ce dernier, même si c'est aussi pour permettre de payer moins d'impôts. Mais c'est plus complexe que ça, n'est-ce pas, maître Russo? Alors tout à fait, le contrat de SCI, donc c'est un contrat, il faut bien le préciser, qui engage bien sûr les personnes qui le signent. Dans une SCI, plusieurs personnes s'associent pour réaliser un objectif qui est commun, qui est en général acheter un bien immobilier, l'exploiter, le faire valoir et éventuellement le mettre à disposition au profit de ses associés. Il faut savoir que dans une société, à la différence des sociétés commerciales, on engage une responsabilité indéfinie. Ce qui veut dire que si la société ne respecte pas ses engagements, les associés personnellement sont tenus des dettes. Donc je ne dis pas ça pour effrayer nos auditeurs et téléspectateurs. Pour autant, voilà, c'est une information qui est importante. La SCI également n'est pas un passe-partout également fiscal qui permet une boîte de Pandore qui permettrait d'échapper à des impôts. Ça, il faut se battre contre les idées reçues. Donc la SCI est pour moi un bon outil pour investir dans l'immobilier. Encore faut-il savoir quelles sont les raisons qui nous poussent à le faire. Et je pense que les trois axes que l'on peut dégager comme l'intérêt de la société, ça sera l'organisation de son patrimoine, histoire un peu de mettre de l'ordre dans tous ces biens, entre le patrimoine immobilier que l'on détient en direct, en nominal, les économies bancaires que l'on peut avoir par ailleurs, et également une forme d'investissement immobilier que l'on peut avoir sous forme de part de société. On peut également avoir des intérêts à faire une société pour faciliter la gestion de ce patrimoine, surtout quand on est nombreux, pour contourner les règles de l'indivision, on pourra y revenir plus amplement si vous le souhaitez tout à l'heure. Et également, c'est un outil de transmission qui est utile, puisque bien souvent, pour conserver un patrimoine familial qui est peut-être un petit peu important pour un de nos enfants, ou que l'on veut maintenir impérativement dans la famille, les règles de la SCI se prêtent bien, si vous voulez, à cette conservation de patrimoine et à son entretien. Alors, il y a différents avantages. On va reprendre le micro ici. Différents avantages. Moi, celui que je vois en premier, finalement, c'est de pallier l'inconvénient de l'indivision. Finalement, une société civile immobilière, c'est une société avec des actionnaires, enfin des porteurs de parts, pour faire un truc plus simple. Et ces parts, on peut les vendre, on peut les céder, etc. Alors quand on est en indivision, c'est beaucoup plus compliqué s'il n'y a pas d'accord entre les différents porteurs, enfin différents propriétaires, quel que soit d'ailleurs leur niveau de part dans l'appartement ou la maison, eh ben on est bloqué. Hein. C'est ça. C'est-à-dire que si on reste en indivision, toute décision doit être prise à l'unanimité. Voilà. Donc on doit tous être d'accord. Et ça va plus loin que ça, c'est que si on en a un qui n'est pas d'accord ou qui veut vendre lui parce qu'il dit bah, moi j'ai pas envie de rester dans l'indivision, eh bien même si c'est au bout d'une procédure, il peut très bien, c'est son droit, demander à en sortir. Et peut-être que si on n'arrive pas à racheter ses parts, ben, voilà, on se retrouve avec un bien alors qu'on voulait le garder, avec l'obligation de vendre. Et c'est parfois dramatique. Oui. Autre avantage, c'est d'isoler ce bien du patrimoine professionnel. Parce que, bon, évidemment, quand on a une entreprise, quand on a une entreprise qui prospère avec des biens, des locaux pour le siège, et puis un jour ça va un peu plus mal, on peut bien sûr isoler les biens. Oui. Et ça, c'est important. Oui, absolument. C'est très important parce que, bah, justement, si on a des soucis dans son entreprise, des créanciers, voilà, eh bien, c'est une manière de protéger son patrimoine et sa famille, hein, n'est-ce pas, maître? Vous pouvez nous en dire plus? Alors effectivement, la SCI est une personne juridique, une personne morale qui a la personnalité juridique et qui, à ce titre, a un patrimoine actif et passif. Donc quand un des associés a des soucis, ça ne va pas rejaillir sur la SCI.
Par contre, ce que je disais tout à l'heure, la responsabilité des associés dans cette SCI, si la SCI a des soucis financiers, ça rejaillira sur les associés, d'autant plus que bien souvent, lorsqu'une société investit, les organismes financiers sollicitent la caution des associés pour garantir financièrement la solvabilité de la société, donc le remboursement de l'emprunt. Donc c'est très important effectivement de dissocier ces deux patrimoines. Je voulais simplement revenir effectivement sur l'inconvénient de l'indivision. Les statuts peuvent être, d'après le Code civil, assez librement rédigés. C'est-à-dire que l'on peut prévoir des pouvoirs assez étendus au gérant et on peut prévoir des règles de majorité qui vont être spécifiques pour une question bien précise, l'achat, la vente d'un bien, engager des travaux, faire une procédure. Tout ça est peut-être réellement planifié et organisé dans des statuts. Pour que je comprenne bien, le gérant d'une SCI, à partir du moment où il a été désigné comme gérant dans les statuts, peut décider d'engager des travaux pour le bien du bien, dirons-nous, sans forcément consulter les autres porteurs de parts. Alors, tout va dépendre exactement de la nature des travaux, de la rédaction des statuts, si vous voulez. En fait, le gérant, effectivement, représente la société dans tous les actes et conformément à l'objet social. Maintenant, l'objet social peut restreindre, ou les statuts peuvent restreindre les pouvoirs du gérant, on va dire engager les travaux dans une certaine limite, on va dire jusqu'à 1000 ou 2000 euros, le gérant aura les pouvoirs. Voilà, et au-delà, c'est écrit, et au-delà, c'est l'Assemblée qui devra se statuer. Donc, dans la SCI, on a toujours un gérant, au moins, des co-gérants, et une assemblée, des associés, on ne parle plus d'actionnaires, parce qu'on parle d'associés. Et donc cette assemblée va statuer sur les questions les plus importantes. On emprunte, on hypothèque, on vend, on fait des travaux, on fait une procédure. AG une fois par an, assemblée générale. Au minimum. Mais on peut faire une assemblée générale extraordinaire. On peut en faire tous les semaines. Comme dans une société. Exactement. Alors il y a un certain formalisme quand même, parce que on se le dit pas assez, et vous êtes bien passé pour le savoir, quand on achète un bien ou chez le notaire, bon, il y a 2 mois pour attendre pour voir si le bien est préempté ou pas, puis après il y a 1 mois, bon, dans 3-4 mois, c'est fait, on n'en parle plus, on a l'acte de propriété. Là, c'est un peu plus compliqué. J'ai envie de dire que oui et non. C'est un peu plus compliqué puisqu'on passe par un contrat préliminaire qui est le contrat de société. Donc il faudra effectivement accomplir les formalités pour créer sa société, mais cela est quand même assez rapide. J'ai envie de dire qu'une quinzaine de jours, une société peut être montée et immatriculée. Oui, enfin, il faut, c'est facile, c'est rapide, mais pour rédiger des statuts un peu spéciaux, il faut quand même se faire conseiller. Alors, vous faites du conseil, vous ? La rédaction des statuts fait partie de mes attributions et effectivement je le fais au quotidien dans mon étude. Oui, on fait du conseil sur la rédaction des statuts et j'ai envie de dire qu'il n'y a pas des statuts préétablis. Il faut réellement être attentif, si vous voulez, aux besoins de nos clients. Ça peut être une société qui aura vocation à conserver un patrimoine familial, donc dans laquelle on va faire une société qui est fermée, on ne permettra pas l'entrée de nouveaux associés facilement. On peut aussi avoir une société qui a pour but d'investir, donc on pourra peut-être faciliter l'entrée de nouveaux associés parce qu'on cherche de nouveaux capitaux. On peut avoir une société qui a pour but de créer, on va dire, de gérer un patrimoine, le bien professionnel, le bien immobilier dans lequel on exerce sa profession. Voilà, tous les objets, toutes les demandes de nos clients ne sont pas traduites forcément par les mêmes statuts. Donc il faudra à chaque fois apporter un conseil pour leur dire, effectivement, je vous aurai le conseil d'adopter cette clause, ces types de pouvoirs. Par exemple, quand vous avez des parents qui veulent donner à leurs enfants, très souvent, ce que l'on recommande, c'est faire un démembrement de propriété sur les parts. C'est-à-dire que les parents vont rester usufruitiers des parts de la SCI, c'est-à-dire conserver les revenus locatifs, et les enfants vont, eux, être nus propriétaires, c'est-à-dire qu'ils auront le droit, le jour où ils perdront leurs parents, de récupérer la pleine propriété des parts de cette société, de percevoir donc sur les revenus de cette société. Là, dans ces cas-là, ce que je conseille très souvent à mes clients, c'est d'adapter les pouvoirs d'un associé usufruitier dans la SCI pour que, justement, le parent qui veut transmettre à ses enfants veut aussi garder la main mise sur son patrimoine. Il n'y a pas de télescopage. Qu'il n'y ait pas de télescopage, pas de conflit d'intérêt. C'est important. Je voudrais qu'on explore un peu le sujet. Vous, à la Caisse d'épargne, vous faites de l'ingénierie, mais quand un client vient vous voir et vous dit, ben voilà, je vais monter une SCI, je veux un prêt, vous parlez d'ailleurs de garantie. Alors, on va prendre un exemple très simple. Deux personnes qui font du SCI, qui veulent acheter un immeuble de bureau, par exemple. Quelles sont les garanties que vous leur demandez ? De toute façon, nous restons sur les garanties, enfin je dirais habituelles, bien sûr, qui vont se porter caution. Hein. Ouais, niveau de revenu. Voilà. Donc, patrimoine. Oui, bien sûr, revenu, patrimoine, etc. Il n'empêche que effectivement, nous avons, encore une fois, des personnes dédiées, des chargés d'affaires en gestion privée, qui sont là pour justement les aiguiller, les conseiller sur
quelle SCI et comment faire, pour faire même des simulations justement de prêts, pour savoir quand même, parce qu'il y a une transparence fiscale. Donc bien évidemment, les personnes qui, même si c'est la SCI qui emprunte, bon, bah, derrière elles sont quand même caution, et il faut que évidemment le prêt soit payé correctement. Donc effectivement, nous aiguillons souvent vers nos chers confrères, les notaires, parce que les statuts sont quand même, comme disait Maître Rousseau, très importants. Savoir justement quel style, quelle orientation on veut donner à cette SCI. Justement, est-ce qu'on veut qu'elle soit fermée, pas fermée? Est-ce qu'il y aura des agréments, des clauses d'agrément pour faire entrer certains associés? Et du coup, nous, on a besoin de connaître tout ça plus avant pour savoir si ces personnes, notaire, et oui, voilà. si ces associés vont avoir quand même la carrure, même en partageant le risque de pouvoir créer cette SCI. Donc, il y a tout un tas de choses qu'il faut voir tout ensemble. Il y a des étapes, c'est toute une stratégie. Et effectivement, c'est très bien de concert de rencontrer son notaire. Question fiscalité, la société est imposée comme une société classique? Alors c'est une option qui appartient aux associés. Dans la majorité des cas, on va être dans une imposition qui est identique à celle des individus, personnes physiques, c'est-à-dire c'est les revenus fonciers. Quand vous allez louer un appartement, vous allez déclarer ça dans vos revenus fonciers. Vous ferez une déclaration à part, mais cette déclaration sera reportée sur la déclaration générale d'impôt sur le revenu. Donc j'ai envie de dire qu'il n'y a pas de différence en termes d'imposition sur la SCI qui est soumise à l'impôt sur le revenu. Maintenant, il y a, comme je l'ai dit, une option pour opter pour l'impôt sur les sociétés. On change de régime fiscal, on change aussi d'optique. C'est 15% jusqu'à 36 000 euros et au-delà, c'est 30%. Exactement. Et j'ai envie de dire qu'il y a une tendance maintenant pour des patrimoines immobiliers peut-être un peu importants de basculer sur ce type de fiscalité qui est, il faut le savoir, irrévocable. À partir du moment où on ne peut plus revenir sur une option impôt sur le revenu si on a choisi l'option l'impôt sur les sociétés. On peut avoir, pendant la durée de vie de la société ou pendant l'exploitation du bien, la location du bien, une réduction d'impôt par rapport, si on devait faire une simulation, qu'est-ce qu'on paierait en impôt sur le revenu et qu'est-ce qu'on paierait en impôt sur les sociétés. Et on a le droit aussi, dans le régime de l'impôt sur les sociétés, d'amortir une partie du bien tous les ans, c'est-à-dire de déduire de nos revenus locatifs une valeur que l'on détermine en général à 2% de la construction au moins. Ce que l'on ne peut pas faire dans le régime impôt sur le revenu. J'ai deux questions. Est-ce qu'on bénéficie par exemple de réduction d'impôt pour des travaux d'isolation comme pour un particulier ou pas du tout? Est-ce qu'on peut bénéficier de réduction d'impôt dans le cas où on est effectivement à l'IS? Impôt sur les sociétés? Non, vous n'avez pas le droit. Deuxième chose, une société, c'est des charges, enfin des produits si possible, et des charges. Quelles sont les charges qu'on peut déduire, comme par exemple, d'abord, est-ce qu'on peut rémunérer le gérant qui va être lui-même soumis à l'impôt sur le revenu? Est-ce qu'on peut passer en charge des déplacements, du temps qu'on passe? Comment ça se passe? Alors, effectivement, les frais de déplacement, les frais de représentation de la SCI sont tout à fait déductibles. Enfin, peuvent être remboursés, du moins pas déductibles, remboursés au gérant. Ils peuvent être, pour certains, en charge, du coup. Et pour certains, être déductibles au niveau, effectivement, des impôts. Vous parlez de la SCI soumise à l'IS. Oui, tout à fait. Le salaire, effectivement, peut être déductible. J'ai envie de dire que ce n'est pas une option que l'on voit souvent. Un gérant de SMI qui perçoit un salaire, vu le taux d'imposition des cotisations sociales, c'est un petit peu délicat. Il y a des moyens indirects d'avantager un gérant qui donne son industrie pour le bien de la société. On peut faire une clause inégalitaire de répartition des bénéfices qui est autorisée. Oui, par exemple. Donc c'est à la fin de l'année qu'il va effectivement il va avoir le remboursement de ses frais professionnels, de frais de représentation, et il aura également une répartition inégale des bénéfices. Ça évite une taxation un peu plus lourde et les cotisations sociales qui viennent se rajouter sur cette rémunération. Sachant quand même que quand on a une SCI, il faut qu'on ait un expert comptable. Quand elle est soumise à l'IS, oui, on a une obligation de fournir des bilans et de les déposer tous les ans. C'est là la contrainte, alors qu'une société soumise à l'IR, on a une obligation légale de tenir au moins une assemblée générale annuelle, mais on n'a pas l'obligation de publier ses comptes. Il faut quand même tenir une comptabilité, c'est la moindre des choses. Et quelque part, vous passez par un comptable quand même, parce que c'est difficile de soi-même faire ça à main levée comme ça, à la fin d'un coin de table, et puis dire, voilà ce que j'ai gagné cette année. On voit de tout. On voit de tout. La conclusion, Martine Fay, beaucoup d'avantages, on l'a dit. Donc c'est pas... Doit-on constituer une SCI? Alors, doit-on, effectivement, non, c'est plutôt
Peut-on? Ouais, peut-on. Et oui, dans Oui. certaines circonstances, ça peut être effectivement une manière, c'est tout ce que nous avons dit, hein, de sortir de l'indivision, de séparer les patrimoines professionnels et privés, justement pour éviter des risques, pour protéger la famille. Ça peut être dans le cas de la transmission, hein, voilà, pour déjà tout organiser avec ses enfants. Voilà, plutôt que avoir des problèmes familiaux, justement. Donc c'est une manière de transmettre, je trouve, très correctement. Après, effectivement, c'est ce que disait Maître Russo, il y a quand même des règles à respecter. Et c'est lourd, oui et non, mais justement, on est là. Nous sommes là. Alors, vous êtes là notamment sur le oui, stand sur de le la stand, CEPAC, ouais. avec bien sûr les conseillers classiques en financement crédit Absolument. immobilier, mais aussi deux chargés d'affaires en gestion Oui. privée pour vous conseiller en Absolument. matière d'investissement immobilier Voilà. ou de placement. Voilà. Absolument, nous sommes là pour les conseiller, pour voir avec eux tout ce qu'il faudrait nous fournir comme pièces et savoir surtout si la SCI, elle peut effectivement, ça peut tenir la route. Hein. Si c'est un projet qui est viable, eh bien oui, nous sommes là pour les aider et puis pour les aiguiller, bien sûr, vers nos collègues notaires, hein, afin de rédiger quand même des statuts. C'est surtout ça, c'est important, hein, avoir des statuts qui correspondent à ce que souhaitent les clients. Voilà. Merci à tous les deux. La Caisse d'épargne, vous le savez peut-être, anime cette matinée sur le plateau TV. Dans un instant, nous recevrons Henri Ladouce et Bernard Pierry pour nous parler du parcours de l'investisseur immobilier. Être accompagné dans son parcours d'investisseur immobilier. C'est dans quelques instants sur ce plateau. À tout de suite.